Laurence Elfer, bonjour. Bonjour Yann-Éric. C'est au fin fond de la Haute-Savoie que nous allons discuter ensemble à propos de vos dons, mais surtout à propos de nos amis, les bêtes, les animaux. Alors, pour faire court, on ne se connaît pas du tout, mais je suis en face de vous parce que via le livre, et je devrais même dire les livres de Jean Prieur sur l'âme des animaux, et puis ensuite la deuxième édition qui rajoute pas mal de faits divers liés justement à la réaction humaine et même plus que cela des animaux chez JMG Éditions. Grâce à ces deux livres, vous avez envoyé un email en précisant que vous aussi vous avez un site qui vous présente votre spécialité, si je puis dire. Vous ne prenez pas pour une médium, pour une voyante ou quoi que ce soit, mais vous êtes en contact direct, d'une façon télépathique, avec les animaux, qu'ils soient vivants ou morts. Oui, c'est exactement ça. Donc, je fais de la communication animale pour essayer de résoudre des problèmes qu'ils peuvent avoir entre les gens et leurs animaux. Et les problèmes peuvent aussi se répercuter quand les animaux sont morts. Alors, c'est-à-dire, comment vous faites? C'est pas de l'écriture automatique, parce Non, que les non, non, animaux ne non. savent pas écrire, et puis ils ne savent pas parler, les animaux. Alors, comment ça marche? Alors, comment ça marche? Je travaille à partir d'une photo et je me mets en méditation. Et avant chaque méditation, je vais demander d'être dirigée pour que le compte-rendu soit à la fois pour l'évolution de la personne et de l'animal. C'est la relation homme-animal, le couple, si on peut dire, c'est le nœud de l'histoire. Pour moi, oui, parce que au fur et à mesure de mon expérience, je me suis rendu compte que les animaux étaient chargés de nos difficultés à nous. Donc le but, on est obligé de travailler à la fois sur la personne et l'animal pour que les deux évoluent. L'un ne va pas sans l'autre pour moi. Ou rarement, c'est clair, parfois on va récupérer des animaux qui sont extrêmement traumatisés. Là, mon travail va être différent. Mais souvent, les animaux sont réellement liés à nous et à l'humain. Ça veut dire que les animaux de compagnie, parce qu'on parle des animaux de On parle compagnie, des animaux de compagnie. mais ça veut dire que ces animaux-là sont des sortes Ce d'éponges. sont des éponges à la fois émotionnelles, physiques aussi, parce qu'ils récupèrent. Certaines personnes vont avoir des animaux qui décèdent de cancer. Elles vont reprendre un animal et cet animal va aussi décéder d'un cancer. Ça peut être le lieu, remarquez. Ils peuvent être sous une lumière haute tension. Ça pourrait, mais quand c'est trop consécutif ou si la personne a déménagé et que la personne est aussi malade d'un cancer, là, il y a quand même des autres liens que juste la... Donc ça veut dire que c'est des sortes de Ça se paratonnerres. transmet. Voilà. L'animal récupère de nous, il récupère nos émotions, il récupère nos maladies. Et au travers de l'animal, je peux remonter aussi au niveau du passé de la personne, relativement loin, parce que si elle a l'animal depuis 4 ou 5 ans seulement, moi je peux remonter jusqu'à son enfance. Alors je sais bien qu'on est tout est dans le tout et réciproquement, comme dirait Pierre Dac, et que donc on est tous liés d'une certaine façon, tous liés sur Terre, tous liés sur d'autres planètes, entre êtres humains, mais là ce que vous êtes en train de me dire, c'est qu'il y a une interaction et que nous sommes liés aussi avec les animaux. Alors, j'ai précisé animaux de compagnie. Qu'est-ce qu'on peut dire des animaux sauvages? C'est pareil, tant qu'on les rencontre pas, ils vivent leur vie et non, là, c'est pas la même chose. Les bœufs, les animaux de basse-cour, Les animaux de basse-cour, suivant le rapport qu'ils ont avec leur fermier, sont liés pareillement. mais c'est suivant le rapport avec l'être humain. C'est suivant le rapport et la relation que vous allez développer avec l'être humain. Enfin, que les animaux vont développer avec l'être humain et que vous allez développer avec votre animal. Plus c'est profond, plus vous allez avoir d'interaction avec votre animal, plus il va vous comprendre aussi et plus il risque aussi d'absorber de vous. Plus il y a finalement un lien d'amour, Voilà. plus l'animal aurait comme une mission de s'occuper de nous avant qu'on ait le malheur sur nous. Oui, pour moi, c'est vraiment des aides exceptionnelles, à la fois des aides spirituelles et des aides dans notre vie de tous les jours. Si on sait les regarder
et si on essaye un peu de les comprendre et de voir ce qu'ils ont à nous dire. Alors, on va parler justement de ce savoir que vous avez, du principe de la télépathie. J'ai l'impression que vous êtes effectivement une télépathe, parce que dernièrement, là, je vous posais une question, j'ai pas fini de dire le mot éponge, j'ai même pas commencé, que c'est vous qui l'avez repris, donc c'est intéressant. On va essayer de vous connaître un petit peu mieux. Je perçois un certain accent. Vous êtes de quelle origine? Je suis suisse. Ah, ouais. Alors, Suisse allemande, Suisse française? Suisse romande avec un nom suisse-allemand qui en fait signifie celui qui aide. Elfer, c'est celui qui aide. En suisse-allemand. Suisse-allemand. Ou en allemand, c'est Oui, égal. bien Voilà, sûr. en allemand. Bon, alors ça tombe bien. Alors quel est le chemin qui fait que maintenant vous aidez les animaux et à travers l'aide des animaux, vous aidez les personnes qui s'en occupent? J'ai envie de dire que c'est un petit peu comme toute chose, par hasard. Il y a eu des rencontres, des circonstances. On va dire qu'au départ, j'étais quelqu'un d'hypersensible. J'ai laissé tomber ma sensibilité parce que je trouvais difficile à vivre. Vers l'âge de 16 ans, je me suis tournée vers le christianisme, que j'ai laissé tomber à 25 ans, complètement. Et jusqu'à 35 ans, il ne fallait plus du tout me parler de spiritualité ou de quoi que ce soit. Et à 35 ans, ma maman est tombée malade. Et là, ça m'a ramenée vers une autre forme de spiritualité qui m'appartient, en dehors de tout ce qui est religieux, entre guillemets, ou dogmatisme. J'ai essayé d'évoluer au fur et à mesure avec mes connaissances, avec ce que je ressentais au plus profondément de moi. Et les animaux n'ont jamais fait partie de mon chemin au départ. On avait des chats quand j'étais jeune, quand j'étais à la maison, bien sûr. Ils étaient là, il y a toujours eu un peu des animaux comme ça, mais ils n'avaient pas l'importance que je leur accorde maintenant. Ensuite, j'adorais les chats, mais j'en voulais pas, parce que je vivais en appartement, et pour moi, un chat, il faut que ça sorte. Et mon premier chat a débarqué dans ma vie en 2001, de manière totalement fortuite, puisque je n'avais jamais décidé de prendre de chat. Alors, votre cheminement spirituel, personnel, la fabrication de votre propre religion, voilà. À l'époque, avant que les animaux arrivent, comme il n'y a pas de hasard, si vous avez rencontré ces animaux et s'ils sont chez vous, c'est que forcément c'était prévu quelque part. Mais alors, vous en étiez où avant de vous occuper des animaux? Alors, avant de m'occuper des animaux, j'ai eu tout un parcours... on va dire, j'ai fait des formations énergétiques de massage, j'ai commencé à développer mon intuition. J'ai aussi commencé à développer un travail personnel avec un ami qui est à Paris, qui fait un travail qui permet aux gens de trouver ce pourquoi ils sont vraiment faits dans leur être intérieur. Leur mission sur Terre? Voilà, on pourrait dire ça comme ça. Mais ça leur permet de retrouver leur centre d'eux-mêmes. Donc il fait ça comment, cet ami? À distance aussi. Il travaille sur des... Il ouvre des chakras? Non, c'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus profond que ça. Il va travailler par strates, et il va dans tout ce qui est karmique aussi quand c'est nécessaire. C'est un médium, c'est un voyant? Ni un médium, ni un voyant. Ah ben on va jouer aux questions devinettes. Alors qu'est-ce que c'est alors? Il se dit théurge. Ah, ben ça tombe bien. Donc il reprend toutes les possibilités extraordinaires et paranormales pour se rapprocher de Dieu. C'est ça la théurgie, hein? Voilà. J'ai jamais su la définition exacte, vous me la dites, ça va très bien. C'est approchant, mais... C'est vrai qu'il fait un travail extraordinaire. Et aussi bien pour les gens que pour les animaux, on travaille souvent ensemble. Voilà, c'est utiliser toutes les forces invisibles, ésotériques, pour se rapprocher de Dieu et non pas prendre ces forces-là pour quelque chose de démoniaque. Au contraire, ça peut peut-être être un chemin pour s'approcher de Dieu. Un chemin pour s'approcher de Dieu, s'approcher de la lumière et s'approcher de son être intérieur. C'est exactement ce que j'essaye de faire, mais il ne faut pas le dire fort. Donc vous, avec ces stages à Paris, avec des amis, avec donc votre émergence spirituelle grâce à cela, vous avez repris et retravaillé votre haute sensibilité qu'ont les animaux d'ailleurs, surtout les chats. Ouais. Et vous avez réussi à trouver votre don de télépathie à ce moment-là? Bon, Kepri, c'est le prénom de mon premier chat. C'est vrai qu'on a une relation très très particulière.
Donc, je me suis rendu compte que je pensais à lui, il arrivait. Alors, c'est Il y lui avait- qui vous a fait comprendre que vous étiez Voilà, en télépathie c'est ça, avec quoi. lui. C'est ça. Puis tout d'un coup, je me disais, ah ouais, là, j'aimerais bien le voir. Alors, je sortais, et puis, il passait le portail. Et il m'a fait des coups assez admirables, parce que quand j'ai déménagé, j'avais décidé de le laisser et moi de partir un week-end. Et bon, c'était la première fois. Et comme par hasard, le jour où je devais partir, lui n'est pas rentré. Donc je me suis fait du souci, j'ai annulé mon week-end. Et il est rentré juste quand c'était trop tard pour moi de partir. Donc, vous êtes un esclave de votre chat, enfin de vos chats. Plus maintenant, j'estime être je dis toujours, je suis le grand chat de la maison. Quoique, j'avoue que je les sers beaucoup malgré tout. Parce qu'on le dit pour les chats, parce que Oui. là, vous avez 3 chats autour de... 4. 4, tout augmente. On le dit, on n'éduque pas les chats, c'est les chats qui nous éduquent. Oui, ils m'ont beaucoup appris. Et j'estime qu'il n'y a pas que les chats, mais chaque animal nous apprend. En ce qui me concerne, ils m'ont appris à ce que mon non soit non et à ce que mon oui soit oui. Parce qu'avec un animal, dans la mesure où il capte votre pensée, vous ne pouvez pas penser quelque chose et lui dire autre chose. Par exemple, ma dernière minette que j'ai récupérée en Espagne a un caractère très sud. Et elle me fait rire par ses pitreries, mais en même temps, elle embête tout le monde. Donc elle embête notamment ma deuxième minette qui, elle, est très timide et très sauvage. Donc il y a des moments où ça passe, mais j'aime pas. Je ne veux pas qu'elle prenne la place. Donc si je lui dis non et que mon non est un non, elle m'obéit. Par contre, si je lui dis non et qu'intérieurement je suis en train de rire parce qu'elle me fait rire, là elle continue. Ça, pour vous, alors, elle le perçoit sans Elle problème. perçoit sans problème mon attitude intérieure. Alors, l'attitude intérieure et les animaux sont plus dans l'instant, ici et maintenant. Ils ne font pas de projection. Il faut donc plutôt se mettre à leur place, à leur façon de voir la vie, car chacun a sa réalité du monde, et que leur cerveau n'est pas exactement pareil que le nôtre, et leur perception est encore moins les mêmes que les nôtres. D'autant plus que les chats, les yeux des chats sont des fenêtres sur l'âme du monde, ou que sais-je, enfin ils ont toujours été dotés de dons spirituels, ou de spiritisme même. On dit qu'ils voient les fantômes. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'ils vous ont transmis quelques petits dons, parce que vous pouvez communiquer avec les décédés, enfin les animaux décédés. Tout à fait. Mais je ne sais pas si c'est eux qui me l'ont transmis, mais je me connecte à leur âme au travers d'une photo. Et là, ils me disent si ils ont des choses à dire par rapport à la personne. C'est un peu compliqué. Oui. Je ne me considère pas comme une médium. Non, alors Parce c'est de la que- télépathie, c'est ça? Ça reste de la télépathie. Et alors, on y va lentement. Oui. Télépathie avec des animaux morts. C'est ça, hein? C'est ça. Donc, ça veut dire que les animaux qui sont morts, comme l'a écrit Jean Prieur, ils continuent de vivre dans l'au-delà. La vie continue pour eux aussi. Pour moi, c'est vraiment devenu une évidence. Et ça veut dire que vous pouvez rentrer en contact avec eux, discuter avec eux, alors que déjà, sur Terre, discuter avec les animaux, c'est pas facile non plus. Une fois qu'ils sont morts, vous pouvez discuter avec eux, au moins ressentir s'ils ont des mal-être ou s'ils sont joyeux, et le transmettre à leurs compagnons, enfin à leur maître, enfin voilà. Vous avez donc, par cette façon de réfléchir, d'agir, la preuve de la survivance de l'âme, que ce soit une âme animale ou même humaine. J'aime pas forcément le mot preuve. Je trouve qu'il est un peu fort. Mais en ce qui me concerne, c'est vrai que c'est devenu une évidence au travers de mon travail, au travers de mes communications et au travers de ce que je peux découvrir chaque jour par ces communications. Par exemple, je me suis rendu compte au travers des communications qu'il pouvait y avoir des morts non réglées et que les animaux n'allaient pas forcément au paradis, entre guillemets, comme on le dit.
parfois, il peut y avoir tellement de souffrances, ils ont vécu des choses tellement difficiles ici, je pense à des animaux maltraités, c'est comme s'ils sont dans un lieu intermédiaire. Donc il faut les amener dans la lumière, les faire monter, leur permettre de s'élever, parce que pour moi, eux aussi peuvent évoluer comme nous. Alors, ils ont un paradis pour eux, c'est ça, hein, ce que vous êtes en train de me dire? Non, je ne dis pas qu'ils ont un paradis juste pour eux. Mais souvent, les gens disent, bon, ils vont au paradis, ils vont directement au paradis. Pour moi, humains, animaux, c'est mélangé. Et j'estime qu'après la mort, on peut continuer à évoluer, que ce soit pour les animaux ou pour nous. Donc c'est pas direct paradis, c'est ça. Non, voilà, Alors en plus, si on a eu des vies un petit peu chargées, délicates, même si on n'y est pour rien comme les animaux, qui restent innocents dans l'histoire, eh ben c'est perturbant pour la suite des opérations, si je vais dire, dans l'au-delà. C'est exactement comme ça que je le perçois. Donc à ce moment-là, il faut faire un travail sur eux pour qu'ils puissent s'élever et vraiment aller plus haut dans la lumière. Pareil pour les êtres humains donc. Pareil pour les êtres humains. C'est pas le purgatoire? On peut nommer ça comme ça, selon ses croyances, je dirais. Moi, c'est vrai qu'à la base, je viens du christianisme, donc je ne suis pas catholique, je suis protestante. Donc dans le protestantisme, il n'y a pas de purgatoire. C'est pour ça que je garde le terme lieu intermédiaire, mais effectivement, on pourrait dire purgatoire. Alors, il y a quand même quelque chose d'injuste. Ces animaux qui ont souffert sur Terre, ces petits êtres qui ne sont qu'amour, je pense aux lapins, aux chats, et puis à tous ces animaux de laboratoire, ils souffrent comme c'est pas permis, et après ils continuent de souffrir une fois dans l'au-delà, alors que franchement, on pourrait dire qu'ils avaient gagné leur paradis. Ils restent chargés. Il reste chargé. Alors je ne sais pas si à un moment donné où ils montent plus haut, mais ils ont ce besoin d'être aidés. Et je me suis rendu compte que parfois c'était comme si les animaux amenaient les gens à m'appeler, à me téléphoner. Les animaux morts? Oui, souvent, ou même les vivants. Parce qu'il y a un problème, et comme par hasard, les gens tombent sur mon site de communication, ils ne savent pas trop comment, et ils m'appellent, et puis je commence à travailler sur un animal vivant, et peu de temps après, ils m'appellent pour un animal qui est décédé plusieurs années auparavant, tout simplement parce qu'ils ne se sentent pas en paix. Il y a quelque chose qui les chiffonne, et ils me demandent une nouvelle communication. Alors, vous n'êtes pas vétérinaire pour autant, c'est pas parce que l'animal est malade ou quoi que ce soit qu'il faut vous appeler, mais ça peut être un signe qu'il y a quelque chose qui cloche. Je ne me substitue en aucun cas à un vétérinaire, et je demande aux gens d'aller voir leur vétérinaire avant moi. C'est un peu le même discours que les magnétiseurs. Ouh là là, allez voir votre docteur d'abord et après on essaiera de vous soigner ensuite. D'autant plus que je vois d'abord l'émotionnel avant le physique. Donc les animaux vont me montrer d'abord leurs difficultés émotionnelles. Le physique est plus difficile pour moi à capter. Je vais sentir où ils ont mal, mais je ne vais pas pouvoir, comme un magnétiseur, dire voilà, c'est précisément là, et pouvoir travailler là. Donc je préfère toujours qu'il y ait un avis vétérinaire. Alors, puisque vous en parlez de votre mode de fonctionnement, c'est donc pour vous de la télépathie. Vous ne pensez pas plutôt vous mettre dans la peau de l'animal, qu'il soit vivant ou mort, et ressentir ce qu'il ressent? C'est peut-être aussi ça la télépathie, remarquez, mais... Je pense que j'utilise plusieurs biais. Si vous voulez, quand je me mets en communication avec un animal, je me mets en méditation. Je crée mon petit rituel qui est mon rituel à moi, j'allume une bougie, je brûle un bâton d'encens, j'utilise une méditation kabbalistique de la Kabbale, de protection, une sorte de carré... magique, un carré magique avec les chiffres, pour la protection de quoi? Voilà. Moi, je me sens mieux, je demande à chaque fois d'être aidée, donc je visualise les lettres hébraïques et je demande qu'il y ait une porte qui s'ouvre pour ce que je dois voir. Enfin, des petites choses comme ça qui sont faites très rapidement. Des petites choses, mais c'est très puissant votre affaire. Mais alors, par contre, vous ne vous adressez pas à Dieu, ni à Saint François, non, pas cela. Je demande toujours de l'aide.
de mes guides, des guides de l'animal et des guides de la personne. Et je demande que la communication aille dans le sens de l'évolution de l'animal et de la personne. En fait, des choses, effectivement, ça mérite une méditation. Alors, les guides de la personne, c'est les guides spirituels. Je le dis juste comme ça. Comme ça. Ouais. Donc, c'est pas quelque chose qui me prend forcément vous y pensez. du temps. Oui, j'y pense. Il y a des guides spirituels pour les êtres humains et il y a des guides spirituels pour les animaux. Je ne vois pas forcément les guides. Je sais qu'ils sont là. Je pense que de temps en temps, il y a des guides animaux qui interviennent. Et il y a aussi les guides, on va dire, je ne vais pas dire humains, mais des guides spirituels qui interviennent. C'est-à-dire qu'il y a des guides animaux, c'est-à-dire que de l'au-delà, les ancêtres, maman lapin, continuent de veiller sur les petits rejetons. Je vous le dis, je ne les vois pas. Mais pour moi, c'est certain qu'il y a des... Parfois, je fais appel à des guides. Je demande qu'un guide animal vienne pour aider l'animal. Mais je ne les vois pas. Mais du membre de sa famille ou ils ont la notion de famille? Non. Pas forcément. Je demande... Son espèce? Je suis pas on va dire aussi douée et aussi calée. Moi, ça reste parfois très enfantin. D'accord. Donc je demande simplement un guide. Point. Un guide, pas un ange? Un guide ou un ange. Ça dépend ce que je fais. Vous faites la distinction entre les deux? Oui, mais je pense que c'est parce que j'ai un côté aussi très naïf et très enfantin que je fais des fois des distinctions. Bon là, je vais venir en arrière, mais je fais une distinction, par exemple, suivant les cas, pour mes animaux, je demande tous les jours qu'ils soient protégés. Et bon, parce que ça m'amuse, parce que j'aime aussi jouer un peu, jouer entre guillemets avec ça. Il y a une autoroute qui est assez proche de chez moi. Donc de temps en temps, comme mon chat a tendance à y aller, je vais demander qu'il soit accompagné par un ange, pour qu'il n'aille pas là où il ne faut pas. Et de temps en temps, je vais mettre, je vais toujours rire tout le monde, mais je vais mettre des guerriers qui empêchent les animaux d'aller sur l'autoroute. Je demande à ce que des guerriers soient là. C'est très enfantin, mais je suis quelqu'un de très enfantin par moment. C'est très imagé. Très imagé, et oui. C'est comme ça que vous communiquez avec les animaux, c'est par coup d'image. C'est par image qu'on communique avec les animaux. Et j'utilise beaucoup d'images, je dirais pour moi, et j'aime cette imagerie qui est parfois un peu enfantine, mais qui fonctionne parfaitement bien. Un coup de symbole, image d'Épinal, pourtant on est dans la Haute-Savoie. On n'est pas dans les Vosges, pour autant. Voilà. Bon, très bien, alors je vois à peu près votre mode de fonctionnement. Donc, alors méditation, nous avons notre bougie d'allumée, et ensuite... Donc ensuite, je demande à rentrer en contact avec l'animal. Et si je veux imager ce que je fais, à ce moment-là, j'ai l'impression de recevoir, on va dire, une pelote de laine. J'ai, en l'espace de quelques secondes, beaucoup de sensations, d'impressions. Et à ce moment-là, je commence à écrire. Je commence par décrire le caractère de l'animal, ce que je ressens, pour que la personne sache que j'ai effectivement communiqué avec son animal, que c'est pas n'importe qui ou n'importe quoi. Et ensuite, je vais aller plus en profondeur, regarder au niveau de l'émotionnel de l'animal, s'il se sent triste, s'il se sent en déprime, s'il se sent fatigué. Et au fur et à mesure que j'écris, je reçois d'autres informations. Oui. Vous apparentez ça à de l'écriture inspirée, automatique? Non, absolument pas, parce que je suis totalement présente dans ce que je fais. C'est vous qui décidez de vous promener dans cette pelote de laine et de avoir les infos. Je tire des pistes, je demande à être guidée, et je pense recevoir les informations dont la personne a besoin. Et vous prenez juste des notes? Je prends des notes, et après, je réfléchis, et au cours du compte-rendu de la communication, là, il y a aussi toute une discussion avec la personne, parce que ma communication est juste quand elle est en résonance avec la personne. Quand vous sentez que la personne reçoit bien ce que vous êtes en train de lui redire. Quand la personne me dit, effectivement, j'ai souvent ce sentiment-là, cette impression-là. Je veux avoir le dialogue pour que mes mots ne soient pas mal interprétés,
mal perçu ou mal entendu, parce que ça peut être un travail qui est effectivement très fin. Au fur et à mesure que vous redonnez vos notes à la personne qui écoute ce que vous avez capté, vous pouvez recadrer un petit peu vos phrases pour être sûr des mots. Alors les mots, on en parlait précédemment, c'est important aussi, on reviendra sur votre façon de travailler. Donc c'est avec des photos d'animaux, hein, c'est ça, hein? Tout à fait. Bon. Les mots, disais-je. Vous dites aussi que c'est très important, le nom donné à des animaux et donc aussi le nom de famille et le prénom donné à des êtres humains. Tout ça, il y a quand même une petite corrélation et ça peut être mal choisi d'appeler son chien Saute en l'air ou Diabotin parce qu'il pourrait avoir... alors c'est quoi, des énergies qui le pousseraient à être de ce style-là? Disons que chaque mot a une vibration. Chaque mot est porteur d'une énergie. Oui, alors vous dites que de toute façon, tout est vibration. Vous n'êtes pas la seule à le dire, d'ailleurs. Je ne suis pas la seule, non. Bon. Mais chaque mot est porteur d'une énergie. C'est très kabbalistique, ça. Peut-être, mais c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Si vous voulez le nom d'un animal, vous allez le prononcer très souvent dans la journée. Donc si vous appelez, c'était un ami qui me racontait ça, il me disait le chat s'appelait Sigu, mais il y avait effectivement un air empoisonné dans la maison. À force d'appeler son chat Sigu, vous amenez cette énergie-là dans votre maison. Alors, vaut mieux l'appeler bonheur, argent. Oui, bon, si on veut être... suivant ce qu'on veut. Moi, c'est vrai qu'à certaines périodes, chaque nom de mes chats est choisi en fonction de ce que je souhaitais aussi voir se réaliser dans ma vie. Ils ont été choisis pour la vibration qu'ils amenaient. Ils ont été choisis aussi en fonction de chaque animal et de ce qu'il était. Alors cette histoire de nom, ça peut aller aussi pour les objets, ça peut aller pour n'importe quoi, mais ça a plus de résonance, si je puis dire, avec les animaux parce que eux vont accepter comment ils sont appelés et donc renvoyer encore plus d'énergie du même nom. Oui, et surtout vous allez prononcer leur nom très fréquemment. Donc, vous allez amener une énergie dans votre maison. C'est uniquement ça. C'est pas que ça, mais c'est ça aussi. Imaginez que j'ai une voiture qui s'appelle Picasso, je vais me ramener des tableaux de Picasso à force de dire je vais rentrer dans ma Picasso. Ça, ce serait extraordinaire, mais ça va pas jusque-là. Par exemple, j'avais mon 3e chat qui, quand je l'ai récupéré, s'appelait King, le roi. Merci de la traduction. Parce que c'était un roi, vous le savez, mais c'était un roi en cage en plus, paradoxalement, parce que c'est un chat qui n'avait vécu qu'en cage. C'était un chat de race reproducteur. L'élevage avait fermé et il l'avait mis dans un refuge. Donc, et la sonorité est quand même dure. Ce King, c'est dur. Donc, j'ai changé son nom en quelque chose qui est beaucoup plus doux. Qui est Queen. Non, non, parce que là, j'en ai déjà donné Queen. Non, mais qui est Galil, et qui signifie couler, rouler. Et ça lui correspond totalement parce que c'est un chat qui se roule beaucoup, qui est toujours sur le ventre en l'air, en train de se bronzer dans le gazon. Donc ça lui va extrêmement bien. Et c'est très doux au niveau des sonorités. Et quand il s'appelait King, il répondait non, parce que je crois qu'il avait vécu en cage et on ne l'avait jamais vraiment appelé, d'une part. Et d'autre part, moi, je l'ai débaptisé très, très, très vite. Déjà, il avait eu un passé difficile. Donc, quand les animaux ont eu des passés très difficiles, je préfère leur changer de nom pour pas qu'ils continuent dans cette vibration-là. Donc, moi, je les débaptise. Oui. Et je leur donne un autre nom qui soit beaucoup plus en accord avec eux. Bon, on va pas mettre 2 heures sur King, mais c'est le nom de King qui l'a rendu si malheureux et d'être dans un refuge ou... Non, ça n'a rien à voir. C'était un King parce qu'il leur ramenait du fric, point. C'est tout, voilà. Donc, ça n'intervient pas sur la santé de l'animal, mais ça pourrait nous apporter des bonnes ondes si on choisit les bons prénoms, c'est ça? C'est ça. Parce qu'on va terminer notre intervention numéro 1 par déjà quelques petites bases. Donc voilà, alors attention aux noms qu'on donne à nos animaux et éventuellement aussi à nos enfants, tant qu'à faire. À nos enfants, tant qu'à faire, et aux paroles. Un animal qui est continuellement insulté,
qui est traité de bon à rien, un enfant qui est traité de bon à rien, il va se sentir bon à rien. Donc, faire attention à ce qu'on dit, la manière dont on les traite, et ça c'est valable pour tout le monde. Quelqu'un qui jure en permanence, c'est pas forcément très agréable au bout d'une journée, Non, à mon sens. Voilà. On retombe dans les images enfantines de la sorcière qui crache des crapauds à chaque fois qu'elle parlait parce qu'elle sentait des méchancetés. Si vous voulez. Ce qui n'est pas votre cas du tout, parce que alors là vraiment on est en odeur de sainteté au niveau des animaux, de leur âme et de ce qu'il faut faire pour penser à eux et ne surtout pas les oublier. On se retrouve dans la deuxième partie de notre discussion, chère Laurence.